Bienvenue à tous, je suis ravie de vous accueillir sur ce podcast qui a pour mission de mettre en avant des héros ordinaires. Les personnes que vous allez entendre ont décidé de se battre chaque instant dans un quotidien bouleversé par une maladie, un accident, un handicap ou une épreuve qui a chamboulé leur vie. Je m'appelle Pauline, je suis sensible depuis toujours aux histoires et parcours de vie atypiques et j'ai décidé qu'il était temps de mettre à profit mon accent chantant pour faire ce que j'aime le plus au monde. Partager et échanger avec des personnes remarquables et inspirantes. J'espère que ces témoignages vous aideront à mieux vivre vos petits et grands pépins. Pour revenir à l'épisode d'aujourd'hui, je suis très fière de vous faire découvrir le témoignage d'Émilie. Une jeune femme pétillante de 39 ans et maman de 3 enfants. Elle a dû mettre toute son énergie pour combattre un cancer du sein il y a 3 ans. C'est à la suite de cette épreuve qu'elle a eu l'idée de créer le site internet myoshi.fr pour les femmes atteintes d'un cancer du sein. Sur ce site, vous pouvez trouver plein d'articles d'occasion comme des perruques, des franges, des turbans ou des soutiens-gorge bien utiles lors d'un cancer du sein. Quand on connaît ce que coûte ce genre de dispositifs médicaux et que l'on voit le succès du seconde main en ce moment, je trouve que cette initiative est tout simplement fabuleuse et pleine de bon sens. Nous avons aussi profité de cet échange pour aborder des questions en lien évidemment avec le cancer du sein comme la chimiothérapie, la perte des cheveux et l'après-cancer, mais aussi des questions plus spécifiques aux femmes qui ont un cancer avant 40 ans. Comme par exemple, comment annoncer à ces jeunes enfants que l'on est malade? Qu'en est-il de la fertilité après une chimiothérapie? Et encore d'autres questions que je vous propose d'écouter tout de suite. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Émilie. Bonjour. Alors en préparant cet épisode, je me suis rendu compte que l'on parle beaucoup du cancer du sein et de son impact sur le corps de la femme. Par exemple, dès le début du diagnostic, on parle de palpation, d'échographie, de mammographie, de biopsie, qui sont des examens que l'on fait subir au corps. Puis on parle des effets secondaires des traitements comme la perte des cheveux, des ongles, etc. On parle aussi des mastectomies comme une mutilation pour le corps de la femme. Et même si le corps médical conseille toujours de garder le moral pour avoir plus de chances de guérison, on parle quand même beaucoup moins de l'impact du cancer sur la santé mentale. Est-ce qu'avec le recul, tu peux nous dire ce qui a été le plus difficile à vivre pour toi? Est-ce que tu dirais que le plus lourd à porter a été pour ton corps ou pour ton esprit? Alors, pour moi, et clairement, ça a été pour l'esprit. Il y a, voilà, le corps en prend un coup, hein, ça c'est évident. Il y a des gros traumatismes liés à la perte des cheveux. C'est vrai que c'est une grosse, enfin, c'est ce qu'on redoute toutes, je pense, quand on nous annonce voilà, ce cancer et les traitements de chimiothérapie pour celles qui y passent. Après, donc ça fait pour moi 3 ans. Aujourd'hui, avec le recul, pour moi, c'est l'impact psychologique qu'a eu cette maladie sur moi qui est le plus dur à passer en fait. Parce que évidemment, physiquement, les cheveux repoussent, c'est vrai. Les ongles repoussent, on reprend une allure, voilà, notre allure d'avant ou un autre style si on veut. Mais clairement, le psychologique, c'est quand même une étape très difficile à digérer, on va dire. Oui, tu parles beaucoup de l'après et même pendant, tu dirais que le mental aussi... Enfin, moi, de l'extérieur, je me disais peut-être que pendant, c'est le corps qui subit un peu plus et que l'après, finalement, on a le contre-coup. Et là, quand le corps va mieux, c'est le mental qui fait un peu le bilan de tout ce qui s'est passé et qui réalise vraiment... C'est ça. Il y a 3 phases. Enfin, moi, je dirais, voilà, il y a l'annonce où psychologiquement, on est atterré, mais c'est vraiment de la sidération. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a été le cas. Il y a en effet d'être plongé dans la spirale médicale où là, on est très entouré, les rendez-vous sont très réguliers et voilà, on est parti dans ce chemin qui est la bataille contre ce cancer, la chimio, la radio, l'opération, etc. Et après, une fois voilà, qu'on a fini tout ça, alors il y a la joie d'avoir fini, vraiment pendant pour moi, quelques mois, je pense. Voilà, la reconstruction, reprendre sa vie, voilà, faire plein de choses. Et bam, il y a le contre-coup psychologique qui est assez important dans le sens où on est, je pense que beaucoup me rejoindront, on se sent vraiment du coup seul dans l'après, donc avec toutes les peurs qu'on peut avoir de repasser par cette case cancer et de récidive et d'être ultra à l'écoute de son corps et ce qu'en devient
bah, c'est compliqué à gérer. Le moindre mot de tête, le moindre mot de dos, enfin voilà, tout nous fait penser à des signes qui avant étaient très bénins. Je veux dire, les migraines, tout le monde en a. Des maux de dos, passé 30 ans, malheureusement, on en a. Mais voilà, c'est d'essayer de faire la part des choses et d'avancer. Et moi, c'est vrai que ça m'a rattrapé après. Voilà, j'ai vraiment, je pense, comme beaucoup, hein, je pense, la niaque, les traitements. Bon, voilà, on les passe comme on peut, mais je pense que j'ai gardé vraiment un moral d'acier pendant un an et demi. Et puis, j'ai repris ma vie normale avec mon travail. Et là, voilà, les angoisses ont pu commencer à me reprendre. Ouais. On en reparlera, mais si tu es d'accord, avant de poursuivre, j'aimerais que l'on parle un peu plus de toi. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire ce que tu fais dans la vie, ton métier, tes passions, si tu as des enfants, des animaux de compagnie, etc. Ouais. Alors, bah, du coup, donc, je m'appelle Émilie, j'ai 39 ans depuis janvier. Je s'entame ma dernière année avant la quarantaine. Donc, voilà, j'ai 3 enfants, donc Augustin, Basile et Gaspard. Basile et Gaspard sont des jumeaux, voilà, qui ont 4 ans et demi et Augustin a 8 ans et demi. Nous habitons en Bretagne. Depuis 10 ans, on est des Tourangeaux exilés par ici. Donc, voilà. Et je suis, enfin de métier, voilà, je suis assistante de service social, voilà, au département du Morbihan. Donc voilà, mon métier de tous les jours, c'est d'aider les autres, voilà, dans tout leur parcours et leurs difficultés. Euh, En passion, qu'est-ce que j'ai en passion? Bouger, les vacances, la mer, les chats. J'adore les chats. Donc voilà, j'ai des chats, j'ai des poules. Enfin voilà, tout ce qui peut être lié à la nature, c'est mon truc. J'aime bien voilà, avoir une vie sociale, voir les copines, sortir. Bon, voilà. Du coup, avoir une vie normale, entre guillemets, et profiter. D'accord, merci. Donc, si tu veux bien, on va retracer un petit peu ton parcours médical lors de ce cancer du sein. Comment tu as découvert au début qu'il y avait certainement un problème au niveau de ta poitrine? Alors, j'ai découvert ça en décembre 2018. En fait, à l'autopalpation, hein, j'ai senti que mon sein gauche était. Alors, ça faisait pas comme on imagine une boule vraiment, voilà, distincte. C'était un sein un peu plus induré, quelque chose d'un peu plus dur dans le sein, voilà. J'ai pas. En fait, ça m'a inquiété tout de suite parce on a des cas de cancer du sein dans ma famille. Donc, j'ai pas traîné en fait. J'ai pensé au début en décembre, c'était peut-être lié à mon cycle menstruel. Voilà, du coup, je sortais de ma grossesse gémellaire, tout ça se remettait en place. Il y avait eu le stérilet. Donc, je me suis dit que c'était peut-être ça. Et en janvier, je sens toujours. Donc, voilà, je prends rendez-vous pour avoir un rendez-vous rapidement avec une sage-femme en fait, qui m'autopalpe, qui sent pas grand-chose mais qui par précaution, et je leur remercie, m'envoie sur une mammographie. Et donc voilà, j'ai rendez-vous pour la mammo le 8 février 2019. Et je sais, en sortant de chez moi, enfin c'est bizarre, hein, mais du coup, donc je partais travailler, j'avais la mammo entre midi et deux. Je sais en claquant la porte que ma vie sera plus la même. C'est vraiment le sentiment que j'ai. J'étais pas à l'aise. Enfin, j'y allais pas tranquillement, cette mammographie. Et en fait, arrivé pour l'examen, bon voilà, comme j'avais 36 ans, la médecin me dit, bon, on fait qu'une écho, il n'y a pas besoin forcément de mammo, voilà. Et en fait, à l'écho, elle tique tout de suite et elle demande voilà, à sa collègue infirmière voilà, de prévoir la biopsie et m'envoie sur la mammographie juste après, enfin la pièce d'à côté. Voilà. Et là, sidération. J'étais dans un état second. Ouais. Et à ce moment-là, elle pose déjà un diagnostic, elle prépare un peu le terrain. Qu'est-ce qu'elle dit? Bah, en fait, alors ils peuvent pas. Le mot cancer n'est pas prononcé hein, parce que du coup, il faut attendre de toute façon les examens de biopsie. Il n'y a aucun médecin qui le fera, je pense, sans ça. Mais par contre, en effet, j'ai demandé. Hein, je dis mais voilà, ça peut pas être un kyste, un nodule, autre chose. Donc, ouais, elle m'a dit non. Du coup, c'est pas un kyste. Et elle part tout de suite, mais elle dit, vous savez, voilà, c'est un organe extérieur, ça se soigne bien. Enfin voilà, sans jamais nommer. Mais je savais
en sortant. Puis voilà, parce que du coup, j'ai eu la batterie, c'est-à-dire qu'ils ont fait la biopsie, la mammo, et du coup, ils m'ont envoyé sur l'IRM directement, du coup, pour voir si en effet, il y avait eu d'autres cellules qui auraient migré. Voilà. Donc là, quand elle m'a parlé d'IRM, je me suis dit, mais mince, alors, il peut en plus y en avoir autre part, quoi. Donc, et je sors de l'IRM seule, en fait. Déjà, j'étais venue seule, peut-être pas une bonne idée à l'examen, et je suis sortie sans rien, sans savoir ce qu'il y avait en effet à l'image. Voilà, pour moi, je savais que c'était un cancer sans qu'on me l'annonce aujourd'hui. Mais ce dont j'avais le plus peur, finalement, c'était que ça se soit propagé autre part, quoi. Et tous ces examens, l'IRM, la biopsie, ça s'est fait le jour même? Oui, alors j'ai eu de la chance, tout s'est fait le jour même parce que, alors du coup, moi je suis en campagne en Bretagne et donc il y a un centre hospitalier à 10 minutes de chez moi, donc je pense il y a moins de monde. Et pour le coup, elle m'a tout fait passer pour pas me faire revenir et j'en suis contente parce que je pense que du coup, la période déjà de tous ces examens, entre ces examens-là du 8 février et le diagnostic qui tombe une bonne semaine après, bon voilà, c'est déjà hyper long, hyper angoissant. Donc voilà, s'il faut en plus revenir pour passer l'IRM, s'il faut revenir pour passer la biopsie, enfin voilà, en général, c'est plutôt ça le parcours dans les hôpitaux, les grands centres hospitaliers, hein. On n'a pas tout d'un coup. Et est-ce que pendant cette attente des résultats, tu en as parlé autour de toi ou tu as gardé ça pour toi? Non, j'en ai parlé tout de suite à ma famille, hein. Mes parents sont venus habiter en Bretagne il y a quelques années. Donc, mes parents, forcément mon conjoint et les bons amis, quoi. En attendant les résultats, voilà, j'avais ma meilleure amie à qui j'ai pu en parler, à Cathy, et une très bonne amie collègue parce que du coup, comme je travaillais, hein, j'étais allée entre midi et deux, donc j'avais une réunion l'après-midi que j'animais, voilà, et j'étais partie dans l'optique d'y aller. Et en fait, après, ça a fait, enfin voilà, j'ai été impactée. C'est vraiment ce sentiment de sidération, hein, vraiment quand elle me dit, bon voilà, quand elle me laisse sentir que c'est pas bénin. Je me dis bon non, je vais au travail, etc. Et là, et je bug, je pense que je bug complètement. Donc et je me vois appeler mon amie Carole et collègue dans la cabine où on se déshabille pour la mammographie pour lui dire bah, écoute, c'est pas bon, voilà, il faut que tu annules mes rendez-vous. Et voilà. Et je n'ai plus mis un pied au travail après ça. J'ai été en arrêt, j'ai laissé mon bureau tel quel. J'ai pas pu retourner. J'y suis retournée une fois que j'ai été en soins, mais les 2 semaines, 10 jours là avant d'avoir les résultats, de partir dans ces protocoles, etc. Voilà, ça a été pour moi l'isolement, ce qui n'est pas du tout mon genre. Alors, il y a beaucoup de gens pour le coup qui se sont inquiétés dans les amis parce que voilà, je suis quelqu'un qui répond très vite voilà, sur les messengers, les messages, les appels. Et en fait, là, j'ai coupé court à tout, quoi. Je pouvais pas en parler. En fait, c'était compliqué pour moi. Ouais. Comment on te l'a annoncé et qu'est-ce que tu as ressenti au moment de l'annonce? En fait, l'annonce n'était pas vraiment une annonce pour moi parce que la médecin, comme je disais tout à l'heure, m'avait quand même laissé entendre enfin voilà, sans nommer ce fameux mot cancer. Donc en fait, j'y allais pour savoir la gravité de ce grade de cancer. Donc c'était le résultat de la biopsie. Voilà, je vois. Donc j'y suis allée avec mon conjoint et du coup c'est la gynécologue chirurgien voilà qui me reçoit. Voilà, elle vient me chercher dans la salle d'attente et là elle me prend par les épaules. Enfin voilà, du coup, alors moi je fais 1,55 m, du coup c'était une grande dame. Elle m'enlace un peu. Enfin c'est comme ça que je le ressens. Une dame super super chouette. Enfin vraiment très humaine, très solaire, quelqu'un de vraiment très très bien. Et donc voilà, elle sort le dossier, elle me dit, bon voilà, vous avez un cancer. Il ne va pas par 4 chemins. Hein, voilà, le mot est posé. C'est pas là-dessus que Bon, c'est pas une surprise, comme je dis, c'est pas là-dessus que je bug. Et là, forcément, j'attends mon grade, alors qu'il était un grade 2, voilà, c'était un début. Voilà, les pronostics étaient plutôt bons lors de la biopsie. Et forcément, voilà, la question fatidique de savoir si j'allais avoir la chimiothérapie, la fameuse.
Donc, c'est le staff, en fait, qui décide, les oncologues elles-mêmes, etc. Donc, ce staff n'était pas passé. Mais pour elle, voilà, elle me dit, moins de 40 ans, vous avez 36 ans. À mon avis, il y aura cette phase, ce stade chimio pour des patientes qui sont très jeunes comme ça. On ne prend pas de risque. Oui, pour être sûr de tout dézinguer, quoi. C'est ça, c'est le mot, c'est de tout dézinguer, de tout nettoyer. Voilà, c'est le Karcher. Donc voilà, donc pour moi, j'attends le résultat après du staff, mais je sors de là et pour reprendre rendez-vous parce que pour la chirurgie, donc voilà, dans mon cas, ce qui était indiqué, c'était une tumérectomie. Je me vois encore au rendez-vous, je dis, mais vous êtes sûr, si on enlève le sein, est-ce que c'est pas possible de pas avoir la chimio, quoi? Du coup, dans mon état d'esprit, en tout cas pour moi-même, le fait de me séparer de ce sein malade, finalement m'aurait peut-être davantage soulagée et si j'avais pu éviter la chimio, voilà. Mais ça marche pas comme ça. Finalement, je ne suis pas médecin, ça s'est vérifié. Donc voilà, il fallait donc cette tumérectomie qui a été programmée assez tôt. Hein. Moi, je voulais vraiment qu'on m'opère très vite. Et donc, ça a été programmé le 5 mars. Voilà, je rentre à l'hôpital. Alors, je ne suis pas très hôpitaux, mais encore moins maintenant. Donc, je rentre le matin. Ils font ce qu'ils appellent le ganglion sentinelle avant l'opération, voilà, pour localiser tout ce qui est chaîne ganglionnaire, etc. Et donc, je me fais opérer ce 5 mars dans l'après-midi. Je ressors le 6 mars, voilà, en attendant les résultats de l'analyse de la tumeur et des ganglions, quoi. Pour revenir au moment du diagnostic, quel a été ton premier réflexe juste après? Quand je parlais que j'aimais bien sortir et bouger, et ben mon premier réflexe, ça a été, on s'est pris avec mon conjoint, j'ai réservé un hôtel à Saint-Malo pour le week-end. Un hôtel vue mer, dernier étage, super chambre. Et on a passé le week-end tous les deux. Mes parents ont gardé les enfants. Et j'avais besoin de m'éloigner de ce temps seul pour me préparer à ce qui a été le plus difficile quand on est maman, à l'annoncer aux enfants. Oui, c'était une de mes questions, si tu avais abordé le sujet avec tes enfants. Et puis, ma deuxième question, c'est comment tu as fait pour gérer les traitements et en même temps ton rôle de maman qui, en plus, tes enfants étaient vraiment en bas âge. Comment j'ai fait ouais, c'était. Alors, Augustin avait 5 ans et demi et les jumeaux avaient 18 mois. Le plus compliqué, c'était d'expliquer à Augustin, qui était plus en âge de se rendre compte très vite qu'il y avait quelque chose, même si les jumeaux, Basile et Gaspard, le ressentaient bien évidemment, mais voilà, on n'avait pas les expressions de parole qu'avait Augustin. Donc, ce week-end à Saint-Malo m'a servi à ça, en fait, à préparer. En fait, il fallait que je passe par ce qui a été le plus. Ouais, pour me lancer dans ce combat qui était derrière. Voilà, l'étape, c'était Augustin et Basile et Gaspard. Donc, Augustin, on est revenu dimanche soir. Voilà, et du coup, c'était maintenant, il fallait que je lui parle. Donc, j'avais lu des choses avant, des bouquins. J'avais eu la psychologue du service que j'avais contacté, du service d'oncologie, savoir voilà, comment je pouvais, quels mots j'utilise à cet âge-là. Est-ce que je nomme le mot cancer, que j'avais du mal à dire pour moi-même. Donc, pour un enfant, pour moi, c'était compliqué. Donc, voilà, elle m'avait donné des bouquins et puis j'avais été lire des petites choses sur Internet. Donc, en fait, je ne sais plus à qui j'ai emprunté ça, mais en tout cas, j'ai métaphoré tout ça en disant, voilà, Augustin, que maman, elle avait une maladie assez grave, que du coup, voilà, il allait avoir quelques mois de traitement. J'avais une petite boule dans le sein qui était pas très sympa. Et je lui disais voilà que maman, elle allait avoir des médicaments qui allaient lui passer dans tout son corps et que dans ces médicaments, c'est comme des petits dragons, voilà, qui brûle à l'intérieur tout ce qui est méchant et toutes les petites cellules et toute cette petite boule. Et puis, du coup, le feu des dragons, voilà, ça va faire perdre et tomber les cheveux de maman, voilà, parce que du coup, ça va brûler un petit peu à l'intérieur et voilà, pour que maman aille mieux. Et voilà, donc c'est comme ça. Aujourd'hui, il a 8 ans et demi et c'est encore comme ça qu'il peut expliquer si. Bon, aujourd'hui, on nomme le mot cancer. Voilà, j'ai digéré le truc et le mot cancer est nommé. Après, j'avais un super bouquin que je recommande
tout au long des traitements. Là, ça s'appelle Maman est une pirate. C'est très illustré, c'est très, très chouette, voilà, avec maman s'en va sur un bateau, elle peut avoir la nausée, voilà, sur le bateau, il y a des docteurs dessus, etc. Donc voilà, je me suis appuyée comme ça. Donc ça, et puis après, il a eu le droit de me poser toutes les questions qu'il a voulu, hein. Après, moi, j'ai fait le choix, j'ai jamais voulu qu'il me voie les cheveux sans cheveux. Voilà, ni mon conjoint d'ailleurs, j'ai caché au maximum mon crâne. Donc j'avais toujours un bonnet ou un turban, etc. Et les jumeaux, ça a été, bon voilà, on a expliqué, mais bon, forcément, ils n'ont plus vu, ils n'ont pas trop vu. Mais tu vois, aujourd'hui, je vois Gaspard, par exemple, est très souvent à me toucher le crâne, les cheveux, enfin voilà, très. Et je vois qu'il a perçu ce changement, mais évidemment, à 18 mois, alors c'est vrai que dans ma présentation, je n'ai pas dit, donc sur Basile et Gaspard, je les ai eus donc très prématurément, ils sont nés à 6 mois de grossesse et Basile a gardé voilà, des séquelles, donc ce qu'on appelle une paralysie cérébrale voilà, de l'accouchement. Et donc, Basile, à 18 mois, ne marchait pas. Voilà, il n'a marché qu'à 27 mois. Voilà, Gaspard marchait, mais et ben, du coup, ça voulait dire, soulever Basile pour aller dans sa poussette pour que je le dépose à la crèche. Ça voulait dire les chambres sont on a une maison sur 2 étages, donc les chambres sont allées au premier étage. Ben, voilà, ça voulait dire le porter à chaque fois. Et ça m'a demandé un peu d'effort et beaucoup d'aide voilà, de l'entourage. Donc, mon conjoint travaillait quand même beaucoup. Donc, j'avais ma maman qui était très présente. Hein, merci, maman. Et la crèche a été, ils sont en micro-crèche qui est à peu près en face de la maison et les filles ont été super. Voilà, m'ont proposé de les ramener le soir, de les déposer à la maison. Donc, voilà, dans toute cette souffrance pour le corps et tout ce qui peut être difficile dans ce chemin de maladie et médical, il y a tout ce qui est beau autour aussi qui se mobilise. Donc, j'ai été très aidée et j'ai eu beaucoup de chance pour ça. Oui, c'est une des questions que j'allais te poser, c'est comment tes proches ont réagi et si tu as été bien entourée lors de tout ce parcours. Mes proches, mes parents, quand je suis revenue voilà, de l'annonce à l'hôpital avec Antonin, du coup mon conjoint, mes parents étaient à la maison, donc j'avais déjà eu ma sœur au téléphone, voilà, qui les avait rappelés et préparés, mais bon, quand je suis rentrée, mon père s'est mis à pleurer, forcément, bon voilà, ça bouleverse, tu vois, rien que d'en parler, ça m'émeut encore parce que ça reste imprégné. Donc, mon père a pu pleurer. Ma mère a moins fait voir, mais c'est les femmes, je crois, elles sont, on est tenaces et on fait peut-être moins voir. Mais ça, voilà, ça a été difficile. Après, voilà, il y a eu cette annonce-là et après, bah voilà, ils ont été là. Il y a juste besoin d'être là, en fait. C'est ça ce qu'on demande aux autres. Moi, les messages de comment ça va tous les jours, bon, bah voilà, au bout d'un moment, bon, voilà, on passe à autre chose et on reprend une vie normale. Moi, je voulais que les gens ne soient pas trop différents. Et en même temps, pour les autres, c'est hyper compliqué à côté parce que est-ce que je rigole? Est-ce que je balance des conneries comme d'habitude? Ou est-ce qu'elle va se dire, bah oui, mais elle est malade et puis il rigole pour des conneries, machin. Mais bon, voilà, je pense il y a un équilibre à faire. Moi, j'ai eu du mal à revoir, donc j'ai une très bonne bande d'amis en Touraine, voilà, qu'on a gardé. Et c'est vrai que on fait tous les ans les vignes en Anjou, voilà, il y a un domaine, voilà, où on se retrouve tout le temps, tous ensemble. Et cette année-là, ça tombait au mois de mai, ça tombait après cette deuxième chimio, un peu raide et là où les cheveux tombent, en fait, en tout cas pour moi, c'est là où ça a commencé. Et j'ai pas souhaité y aller. Alors, du coup, il y en a, bon, beaucoup ont insisté, etc. Mais voilà, là, il faut s'écouter. Du coup, pour moi, c'était trop tôt. En tout cas, voilà. Et bah, j'ai des copains qui ont fait le forcing et qui sont venus parce que du coup, je voulais pas, en fait. C'était plus difficile de me faire voir pour des gens qui me connaissent très bien et qui sont très proches, en fait, du changement physique. Parce que moi, j'avais du mal à l'intégrer. Et du coup, ils ont forcé la chose et ils ont bien fait. Est-ce qu'il y a un conseil que tu donnerais aux proches justement d'une femme atteinte d'un cancer du sein? Moi, je donnerais le conseil de rester les mêmes, c'est ça. Enfin, voilà, d'avoir le même, d'être présent et d'être surtout d'essayer de nous donner
envie de penser à autre chose. Enfin, voilà, d'être sur en fait, tout ce qui est attrait au médical et tout ça, bon, bah voilà, on a cette partie-là avec les médecins, les infirmières, etc. On est très prise en charge. Mais garder une vie sociale, une vie normale, c'est juste ça, en fait. Rester normal, proposer des sorties, un petit message pour savoir comment ça va, et puis voilà. Du coup, après, essayer de garder de rester naturel, et c'est ce que je pense n'est pas évident pour les gens, et ce que je comprends, hein. Du coup, c'est pas facile parce que ça heurte aussi, hein. Du coup, ça impacte tout le monde, les maladies, alors le cancer, mais les maladies graves en général, hein. Je pense que l'entourage est très touché par ça. Donc bon, il y a un raccord. Après, je pense qu'on peut parler de tout, hein. Quand les gens euh, ne sont pas à l'aise avec ça, bah, c'est bien d'en parler, parce qu'il y a des réactions des fois qu'on peut ne pas comprendre, des éloignements, ou le fait de ne pas avoir de nouvelles. Voilà, c'est pas parce que les personnes sont indifférentes, ça j'y crois pas, mais je pense que c'est des gens qui sont mal à l'aise, ou qui ont un rapport à la maladie qui est difficile, et il faut faut entendre ça. Mais c'est vrai que quand on est patiente, bah, on est quand même, on s'auto-centre quand même sur nous-mêmes pour le coup, et il est difficile de prendre la difficulté des autres, en fait, à ce moment-là. Donc après, quand on en discute, je pense qu'on avance plus facilement. Ouais, est-ce qu'il y a des idées reçues ou des remarques qui t'ont blessée à ce moment-là concernant ton cancer? Ah, alors, après, les gens peuvent être maladroits dans le sens où, ah bah oui, moi je connais machin, bah elle est morte du cancer il y a 2 ans. Ouais, super. Ouais, alors bah je Merci. vais pas, voilà, merci, mais je vais pas retenir ça, en fait. Je vais pas, voilà, ça va pas être, voilà. Non, les idées reçues, pas tellement, mais en fait, c'est ouais, tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire, bah, quand vous avez un cancer à 25, 30, 35, dites jeunes patientes, bah, vous vous retrouvez dans des salles d'attente avec des personnes qui sont plus âgées, avec des cancers qui sont des fois pas très sympathiques, avec des récidives, et forcément, et bah, du coup, bah, il y a tout le désarroi, toute la peur, toutes les angoisses des gens dans ces salles d'attente là, qui ressortent, qui sont terribles. Oh, franchement, la salle d'oncologie et la salle, alors moi, c'était salle d'attente commune à l'oncologie et la douleur. Enfin bref, il y avait que des gens qui venaient, c'était terrible. Il y avait que des magazines liés à la maladie, que des affiches. Enfin, t'as envie, mais t'arrives pour la chimio, t'as envie de te barrer, parce que du coup, rien que l'ambiance de la salle d'attente, enfin voilà, c'est quand même assez terrible. J'avais pu d'ailleurs le dire à la psychologue qui passe dans le service, mais j'ai dit, mais avant de proposer des soins derrière, je pense qu'il faudrait revoir la salle d'attente, parce que la chimio génère tellement de peur que du coup, bah, sans rajouter, enfin, c'est assez terrible. Donc on entend, bah voilà, malheureusement, toutes les histoires moches liées à cette maladie, tout ce qu'on peut, voilà, quand on entend cancer, on entend décès. C'est souvent lié, c'est souvent lié. Et pour autant, dans les pronostics, moi, j'ai toujours essayé de m'attacher, quand j'étais en angoisse ou que ça me faisait peur, bah voilà, de m'attacher aux chiffres des cancers qui se guérissent aussi. Et il y a aussi des gens qui ne récidivent pas, et voilà, où c'est une étape de vie. Et voilà, on prend 20 ou 30 années derrière de vie normale. Donc voilà, les réflexions malencontreuses, elles sont là-dessus. Voilà, celles qui ont déjà eu plusieurs cancers, et bah forcément, nous, la peur de la récidive derrière est proche. Bah, les vieilles personnes qui disent, oh bah machin est encore décédé de trucs, j'ai été à l'enterrement de machin. Bon, voilà. C'est ces réflexions-là où on essaye de fermer les écoutilles, quoi. Voilà, faire des choses qui sont plus tournées vers l'avenir, et des choses un peu plus joyeuses, parce qu'on n'a pas besoin de ça. De toute façon, voilà, chaque parcours est très personnel, Mais après, des proches, j'ai pas eu, ou des amis, ils ont été très chouettes. Enfin, franchement, j'ai pas. Tout le monde a plutôt bien réagi, et on a continué à avoir une vie pseudo-normale. Ouais. J'ai cru comprendre dans ce que tu dis que c'est la chimiothérapie finalement qui te faisait le plus peur dans les traitements qu'on t'a proposés. Cette chimiothérapie, comment elle s'est passée pour toi? Alors, elle sait pas trop. Franchement,
j'ai une chimiothérapie avec peu d'effets secondaires. C'est-à-dire que, bon, ben voilà. Moi, ce qui me faisait peur, c'était pas tellement les nausées, tout ça, ce qu'on peut entendre ou ce qu'on peut voir dans les films, là. Mais non, ce qui me terrorise, enfin, ce qui me terrorisait, et je pense que c'est le cas de tout le monde, c'était cette fameuse perte des cheveux et l'alopécie qui s'ensuit. Bon, moi, c'était surtout ça qui me faisait peur. Première chimio, ma mère m'accompagne. Je sais plus, ça devait être en fin de matinée. Donc, en fait, ils me servent quand même un repas derrière. Donc, voilà. Donc, on t'installe tous les produits. Finalement, ça va assez vite. Ils te le passent à travers un porte-à-4, là, du coup. Une poche de couleur rouge. Il ferait mieux de mettre voilà. Bref, je reviendrai sur cette couleur, mais voilà, pour qu'on ne voit pas cette fameuse couleur du produit. Mais bon, bah, on te passe ça. Et bon, ça, sur le coup, ça va plutôt bien. Je mange, hein, je me souviens. Alors, j'aime bien manger. Ça me définit aussi. Ça me définit aussi. Et voilà, c'est des pâtes avec, je sais plus, de la viande en sauce. Enfin, bref, un truc que j'aime bien. Je mange tout ça. Bon, bref. Et je me dis, bah, finalement, j'avais l'impression d'avoir même faim, tu vois. Donc, je dis, bah, tiens, si ça se trouve, je vais être. Bon, je déconne comme d'habitude. Si ça se trouve, je vais être à l'inverse. Voilà, je vais avoir plus faim et tout ça. Bon, bon bref, je mange ce repas. Bon, quelques heures se passent et pour cette première chimio, après, voilà, j'ai pas eu de nausée. C'est pas la chimio, c'est pas caractérisé par des nausées. Ce qui a été compliqué, c'était la fatigue que ça engendre, c'est-à-dire voilà, en gros 2 jours, 3 jours après, on est à plat. Pendant, c'était toutes les 3 semaines, ces grosses chimios. En fait, j'en avais 3 grosses et 12 plus légères toutes les semaines. Et donc, lors de ces trois grosses chimios, ce qui s'appelle des EC, bon voilà, on dégomme tout, c'est ce qui va provoquer cette perte de cheveux. Bon, j'étais fatiguée, mais pas nauséeuse, c'est-à-dire que j'ai continué à manger à peu près normalement. Ce qui était très désagréable, c'est ce sentiment de goût de produit, en fait, voilà, dans le corps, dans la bouche, voilà, une espèce de plutôt ça, mais voilà, sur ces 3 grosses chimios, j'ai pas eu d'ennui, j'ai pas eu d'infection, j'ai pas eu, oui, comme je disais, j'ai pas eu de nausée, j'ai pas eu, il y a souvent des choses liées à la bouche, des aphtes, des choses comme ça désagréables, ça j'ai pas eu. Donc j'ai une chimio plutôt banale. Voilà, trois grosses séances et une perte des cheveux. J'avais dit bon, je rigolais avec mon oncologue en disant avant cette première chimio que bah voilà, moi qui avais du mal à perdre du poids, j'allais peut-être en perdre, dégommer quelques kilos. Mais en fait, c'est une idée reçue aussi, c'est-à-dire que les traitements en général, et il me le dit, hein, il me dit en général, ça fait plutôt grossir parce qu'on a tout ce qui est on gonfle. J'ai dit, ben voilà, je me suis dit super. Du coup, donc en effet, j'ai pas perdu de poids. Bon, j'en ai pas pris. C'était déjà pas mal parce qu'il y en a qui prennent quand même pas mal. Mais bon, voilà, je me suis maintenue. mais bon, on restait quand même sur cette question des cheveux. Et puis voilà, mon oncologue me dit, mais il me dit, vous savez, c'est la mode aux cheveux rasés. Alors, je sais pas pourquoi il me dit ça. Bon, ça devait être la mode de Rihanna, les cheveux rasés. Enfin voilà, à l'époque, c'était ça. J'ai dit, mais tout le monde ne ressemble pas à Rihanna, c'est ça. J'ai dit, le problème, c'est que moi, les cheveux rasés, ça sera, et je me vois lui dire, mais ça sera plus Bruce Willis. Et en effet, ça ne me va pas. Voilà, le crâne rasé ne me va pas. Et encore moins quand c'est pas un choix. Je marche à l'humour, donc bah, ça y est, c'est une défense aussi. Hein, donc, du coup, voilà, j'étais là-dedans jusqu'à ce que les cheveux tombent ou bon, voilà, on ramasse quand même un peu. Hein. Et comment t'as passé le cap? Je crois savoir qu'il ne tombe pas de façon homogène. Donc souvent, les dames se rasent la tête, enfin se font raser la tête à un moment donné. Toi, comment t'as passé ce cap? Alors moi, comment j'ai passé ce cap alors quand ils ont commencé en fait, ils commencent d'un coup à tomber, pas de façon homogène, mais voilà, moi derrière, je passais la main et là d'un coup, j'avais beaucoup de cheveux sur la main, donc je savais que c'était parti. Voilà, enfin que le processus était enclenché et donc j'étais voir ma coiffeuse qui me les a raccourcis déjà.
Donc là, déjà, ça a été compliqué parce que ça ressemblait à rien, hein, concrètement, cette coupe raccourcie. Il m'a fallu tout enlever après réflexion. J'aurais peut-être fait ça. Et puis, en attendant cette fameuse chute des cheveux, j'avais été essayer des prothèses capillaires. En fait, tout ce qui m'a tenu avant cette chute de cheveux, c'était de quel turban j'allais mettre, quel look j'allais me faire et quelle perruque j'allais me choisir. Donc voilà, donc je vais pour choisir ma perruque, tout ça. Et puis au moment où ça commence à tomber, je prends rendez-vous avec la prothésiste capillaire et puis du coup, j'y vais pour récupérer ma perruque. Et ce jour-là, c'est pas la même qui m'avait reçue. Une dame peut-être qui n'y est pas tout le temps, je sais pas. Et bon, elle est très gentille, hein, mais elle me dit, bah voilà, la prothèse tiendra mieux. J'avais encore donc des cheveux, hein, mais voilà, un trou se faisait derrière, donc voilà. Elle me dit, ça tiendra mieux si on rase. Si on rase. Donc là, j'étais avec ma maman et puis je me dis, merde, qu'est-ce que je fais? J'appelle mon conjoint, je rase pas, voilà. Puis bon, bah voilà, je prends la décision qu'elle me rase les cheveux. Donc elle me tourne au miroir. Donc, comme je suis une coiffeuse, hein, tu as un miroir devant, le fauteuil qui tourne. Donc, elle me tourne et là, elle rase. Et ma mère était devant moi et là, je l'ai vue. Et ouais. Et on en a reparlé. Hein, elle a attendu longtemps, mais ça l'a hyper traumatisée, hein, mais ce que je comprends. Et en fait, la coiffeuse, enfin non, c'est pas une coiffeuse d'ailleurs, je sais pas comment on dit, mais donc cette dame, et après, elle me retourne le fauteuil devant la glace, sans la prothèse, quoi. Du coup, sans rien. Et là, je me découvre même pas parce que c'est pas moi, quoi. Du coup, c'est horrible, enfin horrible. Et ça restera. Mon regret, c'est d'avoir voilà, imposé ça à ma mère, du coup, lui avoir fait voir ça, de me l'être imposé à moi parce que c'était pas chouette. Franchement, à choisir, je l'aurais fait à la maison avec une coupe de champagne et puis avec mes enfants et mon conjoint. Je pense que ça aurait été mieux vécu, même derrière, tu vois, de pouvoir voir que j'avais le crâne rasé à mes enfants et ce que j'ai jamais pu faire. Ouais, du coup, ça a été. Bon, voilà, s'il y en a d'autres qui passent par là, ne faites pas ça. Du coup, voilà. Écoutez-vous, voilà ce qui est possible de faire. Et là, je sais pas ce qui m'a pris. Je sais pas, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, ça a été comme ça. Je suis ressortie avec ma perruque et puis voilà, j'ai eu la chance de. Il y en a beaucoup qui choisissent des perruques et qui les mettent jamais femmes jeunes ou moins jeunes, mais surtout femmes jeunes. C'est beaucoup de témoignages que j'ai eus. Moi, j'avais un carré plongeant et ma perruque était un carré plongeant. Je l'ai très bien supporté. Et les gens, en fait, n'ont pas vu. Là, quand j'emmenais mes enfants à l'école ou la crèche était au courant parce que je leur avais parlé. J'avais parlé à l'institutrice et la directrice d'Augustin. Mais autrement, j'avais les parents d'élèves que je côtoyais n'avaient pas vu en fait du coup du tout que j'étais en soins et que j'avais une prothèse capillaire. Donc bon, j'ai eu cette chance-là et puis après moi ça a été la course au look. Hein. Trouver des super turbans, il y a des trucs tellement beaux, des franges là, enfin voilà, il y a des trucs chouettes où on peut passer voilà et se faire un look malgré tout plutôt sympa. Donc voilà. Et justement, pendant cette période, quel était ton rapport à ton corps, à ta féminité? Enfin, tu l'as dit, tu voulais rester au maximum féminine. C'était plus pour toi, l'image que tu avais de toi, ou plus pour les autres? Non, je pense que c'était plus pour l'image de moi. Vraiment, ce côté. Alors, j'aime bien à la base, j'aime bien me saper, etc. Mais bon, voilà, je portais pas, par exemple, je portais pas de boucle d'oreille longue avant. Bon, voilà, c'est devenu un accessoire incontournable. Pendant ma chimio, donc je pense que j'ai une collection de boucles d'oreilles voilà, en tout genre, avec voilà, assorti à mes turbans et tout ça. Et ouais, c'était viscéral. C'était le besoin d'exister en tant que femme, en tant que maman, en tant que compagne. Je voulais pas être cantonnée à cette bon Dieu de maladie de cancer, cette pauvre dame avec ses enfants, etc. Enfin, c'était pas moi. Enfin voilà, je voulais pas que ça vraiment, je voulais pas que ça me définisse. Ça restait, je voulais que ça reste secondaire. En effet, je minimisais pas
la gravité de la maladie, parce que bon, voilà, on ne peut pas la minimiser concrètement, mais on n'est pas que ça et on a besoin de vivre autrement. Et moi, oui, ça a été ce côté look à trouver. Donc voilà, je voulais que les gens ils me voient bien, je voulais moi me sentir bien extérieurement et de voilà l'image que je me donnais pour mes enfants, pour mon compagnon. Enfin voilà, je voulais pas qu'ils aient une maman au fond du trou, juste sans cheveux, sans sourcils. Et en fait, ce maudit cancer et cette maudite chimio qui est hyper utile et voilà, c'est ce qui nous sauve la vie concrètement, mais c'est ce qui nous enlève, ça nous... Ouais, c'est comme ça nous dépece, quoi. Du coup, concrètement, ça nous enlève nos cheveux, ça nous enlève nos sourcils. Ah bon, ça nous enlève nos poils. Et ça, c'est pas mal. On y gagne en esthéticienne. Et j'avoue qu'il a fallu reprendre le train-train après. Bon, bref. Mais voilà, il faut trouver des côtés positifs. Et le côté positif, c'est qu'on peut sortir et aller à la piscine n'importe quand. Jamais un poil. Donc ça, c'est pas mal. Mais ça nous enlève, voilà, ça nous enlève un bout de sein, ça nous enlève le sein, ça nous enlève la libido. Enfin voilà, tout le rapport au corps, le rapport au couple, la sexualité, c'est quand même compliqué. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à me regarder en face sans cheveux, mais j'ai eu du mal à me regarder ma poitrine. Alors même si voilà, je n'ai pas eu le sein d'ablation totale, j'ai eu voilà, ma tumeur était assez grosse, donc il y a quand même voilà mon sein, ça se voit, hein, il y a un creux dedans. C'est difficile de se retoucher la poitrine. Voilà, il y a la peur de sentir autre chose. Ouais, le rapport au corps, il prend un sacré coup, quoi. Il prend un sacré coup. Et ça, je trouve dommage qu'on le minimise dans le parcours de soins. En fait, tout ce qui est à côté, on a des très bons techniciens. Bon, voilà, hein, concrètement, l'oncologue, on le voit, bon, ça va, pas de fièvre, machin, voilà, tout ce qui peut être apparenté à la chimio en effet secondaire. Mais bah, on n'a pas en tout cas pour le mien, on n'a pas le comment ça va à la maison. Comment ça va dans votre couple, comment vous vous sentez avec vos enfants. J'ai pas nietas, hein, que dalle, pas d'à côté en fait, pas avec l'oncologue en tout cas. Ma super gynéco chirurgien que je voyais, elle était très humaine et je pense qu'il y a des oncologues qui sont très humains, mais ouais, il faudrait bosser ça, hein. Il faudrait bosser ça. Même dans les services, les infirmières, elles sont surchargées, les pauvres. Voilà, il n'y a pas... dans les petits centres, on a peu de soins de support, par exemple. Donc, il y avait quand même une socio-esthéticienne qui est venue. Mais je l'ai vue une fois, tu vois, sur un parcours de soins qui dure 6 mois. Donc, Et tout à l'heure, tu as parlé d'une psychologue. Est-ce que tu as eu un soutien psychologique à ce moment-là proposé? alors, elle passait dans le service pendant les chimios, pas de soutien psychologique en tant que tel. Donc, bon. Et puis, alors, je pense que c'est moi, c'est-à-dire que comme elle était reliée à l'hôpital, j'avais pas envie, enfin, comment dire, si elle venait dans ma chambre au moment voilà, de la chimio, on pouvait discuter. Alors moi, mes questions étaient très centrées sur mes enfants, en fait. Du coup, je parlais pas à ce moment-là, je parlais pas de moi et j'étais pas. Ce qui m'importait, c'était mes enfants et comment ils allaient surmonter cette épreuve-là aussi, se construire de la meilleure façon possible. Donc, mes questions étaient très centrées. Donc, je pense que je lui ai pas, objectivement parlant, c'est pas que c'était pas une bonne psychologue. Je pense que je lui ai pas laissé la place à ce moment-là d'aller moi me soigner l'esprit. Donc, ça, j'ai pris le temps de le faire après, du coup, en libéral. Voilà, parce qu'une fois que vous sortez du protocole de soins, bah, vous n'êtes pas, il n'y a pas de prise en charge de psychologue pardon, à l'hôpital, d'ailleurs ni en libéral. C'est-à-dire que bah, les séances, elles sont à votre charge, quoi. Donc, hormis ce qui est remboursé de façon lambda par la mutuelle, peut-être 3 séances que vous avez dans votre forfait à l'année. Pour le reste, voilà, il faut mettre la main à la poche, hein. Je disais justement sur les soins de support, moi j'ai fait ce qui est super, là, tout ce qui est réflexologie, des choses comme ça. Enfin, là, pareil, j'ai fait appel à quelqu'un, mais bah, tout ça, ça se paye. Et bah, quand on a de l'argent, ça va.
on a la chance d'avoir une situation professionnelle tous les deux. Alors, même s'il y a un impact, moi, et je suis toujours d'ailleurs fonctionnaire, donc j'étais dans le lot de ceux où c'est plus facile, enfin, concrètement, où c'est plus facile. Moi, ça m'horrifie. Malheureusement, non, je suis assistante sociale, donc malheureusement, j'accompagne des gens qui peuvent être passer par le même parcours que moi et sans avoir d'argent à côté. Et ben, on voit quand même que on n'est pas tous égaux. On est tous égaux face aux soins, mais pas sur ce qui est à côté. Donc, les heures de ménage, bah, c'est pas toujours pris en compte. Moi, je sais plus, ma mutuelle me les remboursait pas parce que j'avais pas. Alors, qu'est-ce que c'était l'histoire? J'avais pas été hospitalisée. Enfin, voilà, il fallait 48 heures, 72 heures, je ne sais plus. Donc, bref, pas de prise en charge. J'avais des enfants de moins de 3 ans. Donc, voilà, j'avais le droit à moindre coût à une AVS là, à la maison parce que j'avais des enfants de moins de 3 ans. Mais après, j'avais une partie à ma charge. Mais sans ça, enfin voilà, quand on sort de chimio, est-ce qu'on a besoin d'aller faire le linge, entretenir la maison, enfin faire tout ce qu'on fait d'habitude? Non, enfin voilà. Moi, j'ai eu la chance, je pouvais me concentrer à aller me promener en bord de mer, m'occuper de mes enfants, voilà, sans avoir la corvée du reste. Et ça, ouais, c'est le financier, franchement, on devrait peut-être revoir quelques petites choses sur le pendant et sur le après dans la prise en charge des patients. Alors après, il y a tout ce qui est Ligue contre le cancer qui existe et qui font des aides financières, etc. hein. Mais il y a quand même des gens qui restent dans leur souffrance et qui sont très isolés par rapport à la maladie, ce qui n'était pas mon cas. C'est la priorité, c'est les fonctions vitales et au traitement qui est essentiel. Et après, il y a les choses qui sont considérées comme non essentielles. Mais en fait, ça l'est tout autant pour notamment la reconstruction. Et justement, tu as parlé de la réflexologie. Est-ce qu'il y a des choses que tu as faites pour te sentir mieux pour l'après, te sentir mieux dans ton corps et dans ta tête? Donc, tu as parlé de réflexologie et de la psychologue que tu as vue après. Est-ce que, je sais pas, t'as fait... ah oui, t'avais vu aussi la socio-esthéticienne? Ouais, j'ai vu. Alors ça, j'aurais aimé. Bah, toujours pas. J'aurais aimé la voir tout le temps. En fait, la socio-esthéticienne qui me fasse les ongles. Voilà. Enfin bref, d'être du coup chouchoutée, mais bah, il n'y a pas assez de postes hein, de socio-esthéticienne pour ça, malheureusement. Donc ça, bah, j'avais adoré. Non, ce que j'ai fait de la micro-kiné qui a vachement bien fonctionné, de l'hypnose au moment de la chimio, parce qu'en fait. Je parlais tout à l'heure de cette fameuse couleur rouge du produit et en fait dès que je voyais quelque chose de rouge, et je dis des bêtises, des tomates, des trucs comme ça, en fait tout ça me donnait des sensations de nausée ou d'être mal, etc. Et du coup en fait j'avais été faire de l'hypnose après cette première séance. Et ça a vachement bien fonctionné, du coup, bah, tout ce que, voilà, cette couleur rouge, etc., pour lever toutes les angoisses. Et c'est vrai que, du coup, mon parcours a été plus facile et plus léger, entre guillemets, après. Donc, micro-kiné aussi, qui travaille sur tout. Donc, ça a été après mon parcours de soins sur tout ce qui est euh, trauma lié au corps, en fait. Hein. Donc, il appuie sur des points qui sont noués et vient dénouer voilà, des mots que notre corps a pu emmagasiner. Et j'ai fait de la psychothérapie, là, EDMR, c'est ça, je ne me trompe pas? EMDR. EMDR, à chaque fois, voilà, j'inverse le D. EMDR, voilà, des choses comme ça pour évacuer le parcours de soins. Mais pendant le parcours de soins, c'était voilà, surtout hypnose et réflexologie. Ouais. Quel type de cancer tu as eu? Je sais qu'il y a des hormonodépendants ou non. Alors moi, c'était un classique, un hormonodépendant. Du coup, voilà. Donc, Je te pose cette question parce qu'en fait, dans ton parcours, tu as été diagnostiquée en 2019 et donc tu dis que tes jumeaux avaient 18 mois. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait un lien entre ta grossesse et ce cancer et l'apparition de ce cancer? alors, le corps médical de toute façon, bon, alors, ne peut pas s'avancer ou dire quoi que ce soit et voilà, on ne saura jamais avec certitude. Après, en effet, la gynécologue qui m'a opérée mettait en lien avec la grossesse par rapport Aux difficultés?
de la naissance. Les difficultés de la naissance, l'impact, l'angoisse, le stress qui a eu, voilà, qui a suivi la naissance de Basile et Gaspard, et tout ce qui est, en fait, on est quand même plus à risque au niveau hormonal pendant une grossesse et après une grossesse. Et c'est vrai que c'est tout con, mais pendant la grossesse, on est centré pour le coup sur le bébé, le corps médical sur le bébé. Mais on voit des gynécologues, on voit des sages-femmes, voilà, on fait des échos. Mais voilà, moi, j'ai accouché en 2017. Mon prochain frottis était du coup, j'avais eu là, donc en 2019. Donc ça venait après. En fait, je me suis toujours fait suivre, etc. Et après, je pense qu'il y aurait eu une autopalpation après la grossesse. Ça mange pas de pain, entre guillemets. Je pense qu'on aurait peut-être pu déceler un petit peu plus tôt mon cancer. Bon, après, voilà, c'est comme ça. Je trouve que c'est dommage de savoir qu'on est aujourd'hui à risque en tant que femme sur les bouleversements hormonaux, etc. Et de pas être un peu plus vigilant parce qu'on voit voilà, les médecins traitants ne font plus d'autopalpation. Voilà, on va pas forcément voir une sage-femme ou en tout cas nous autopalpe pas en fait. Après, généralement moi quand j'ai eu mon rendez-vous avec la sage-femme, c'était pour poser le stérilet, mais c'était pas pour voir si tout allait bien autrement quoi. Oui, un peu comme on s'occupe maintenant de la rééducation du périnée, on pourrait prévoir dans le post-accouchement une vérification assez basique, quoi. Pas forcément une échographie ou une mammographie, mais en effet une palpation. Une palpation, en fait, c'est ça, parce qu'on n'est pas, on s'autopalpe déjà pas toutes, on ne sait pas toutes le faire, même s'il y a beaucoup de campagnes aujourd'hui. Le cancer du sein, on dit toujours que c'est pas pour nous, encore moins quand on est jeune. Mais voilà, ça touche tout le monde. Et je trouve, alors peut-être parce que j'en ai eu un aujourd'hui, mais quand j'en parle avec les médecins aujourd'hui, qu'il y a quand même beaucoup plus de femmes jeunes qui sont touchées aujourd'hui. Alors, on ne sait pas pourquoi, pour X raisons, on peut y mettre. Alors, beaucoup disent que c'était la contraception, voilà. Il peut y avoir donc en effet plus les grossesses, l'environnement, voilà. On ne sait pas, mais en tout cas, moi, j'ai dans une petite commune aujourd'hui de 3000 habitants, on est 4-5 femmes à être touchées par un cancer du sein à moins de 40 ans. C'est aussi voilà, c'est une réalité. Je trouve que c'est un sujet dont on parle peu quand on parle du cancer, mais parce que ça concerne beaucoup les jeunes femmes. Mais ça me semble important de l'aborder, c'est la fertilité. Bon, toi, tu avais déjà 3 enfants, mais est-ce que l'on t'a proposé de faire un prélèvement d'ovocytes pour conserver ta fertilité après la chimiothérapie? Parce que, je le rappelle, la chimiothérapie, elle détruit les cellules, les mauvaises cellules, les cellules cancéreuses, mais elle détruit aussi sur son passage les bonnes cellules. Et parfois, ça peut être plus compliqué pour un couple d'avoir des enfants après des traitements comme cela. Ouais. Oui, ça a été abordé alors, de façon rapide, mais parce que du coup, en effet, j'avais 3 enfants, dont des jumeaux. Je me voyais pas bien en avoir d'autres. C'était pas la question. Mais en tout cas, oui, ils l'ont abordé, euh, car en effet, j'aurais pu faire congeler mes ovocytes et avoir ce parcours derrière. Pour avoir un bébé, parce qu'en effet, certaines n'ont pas encore d'enfant ou un seul enfant et encore des projets d'être maman derrière. Donc, bon, moi, c'était pas un projet, mais en effet, ça a été abordé parce que du coup, la chimio, comme tu disais, détruit aussi toutes les cellules qui se reproduisent rapidement. Donc, c'est pour ça que les cheveux tombent, c'est pour ça que les ongles s'effritent et c'est pour ça qu'en effet, au niveau de la fertilité, voilà, il y a de fortes chances que ça soit plus compliqué fort risque plutôt que chance d'avoir des enfants derrière. Mais il y a des solutions et heureusement, du coup, ils ont quand même beaucoup progressé là-dessus. Est-ce que tu sais si, avec les expériences que tu as entendues, si c'est proposé de façon systématique le fait de prélever les ovocytes ou pas? Dans toutes celles avec qui j'ai pu échanger, alors celles qui habitent ici ou sur les groupes Facebook sur lesquels j'étais, ça a été proposé systématiquement, ouais. Ouais, ouais. D'accord. Parce que c'est vrai que quand on a des problématiques de vie ou de mort, avant de me renseigner un petit peu, j'avais pas du tout pensé qu'il fallait prendre en compte aussi ça. Parce que c'est vrai que quand on pense cancer, on pense plutôt à des personnes plus âgées, donc parfois ménopausées. Et comme tu dis, vu que ça touche de plus en plus des femmes jeunes, toutes ces problématiques arrivent aussi, quoi.
Ben, c'est ça. Et puis, il y a tout ce qui est. Alors, pour les cancers hormonodépendants comme le mien, une fois que tu as fini tous les traitements, tu as le fameux tamoxifène que tu prends pendant une durée de 5 à 10 ans. C'est l'hormonothérapie, c'est ça? C'est l'hormonothérapie. Et l'hormonothérapie, tu ne peux pas la prendre quand tu es enceinte. Du coup, voilà, c'est trop dangereux pour le fœtus. Donc, voilà, il y a tout ça derrière. Donc, ça veut dire que si à un moment donné, on veut une grossesse, il faudra stopper cette hormonothérapie aussi, quoi. Donc, c'est pour éviter donc l'hormonothérapie, pour éviter les risques de récidive. Ouais. Oui, donc ça peut chambouler des plans. Voilà, une femme qui a 35 ans et qui doit prendre pendant 5 ans l'hormonothérapie et qui a jamais eu d'enfant, ça peut... Enfin voilà, faut forcément prendre en compte. Ouais. Après, il y a des bonnes équipes. Je pense que bah, du coup, les filles, dans ces cas-là, sont prises en charge par les gynécologues, etc. S'il y a un projet bébé, il y a certainement des choses possibles. Après, c'est vrai que l'hormonothérapie est un peu banalisée par le corps. Alors, pas tout le monde, mais par certains. Moi, je sais qu'elle m'a été prescrite comme un Doliprane par mon radiothérapeute lors de la dernière séance. Concrètement, l'hormonothérapie, il y a quand même des effets secondaires engendrés. Hein. On a des douleurs alors plus ou moins fortes, hein, articulaires, des migraines, des prises de poids importantes. C'est pas un Doliprane, ça modifie la libido. Voilà, je trouve encore une fois que c'est minimisé, c'est quand même, on est jeune, et même pour les moins jeunes, j'ai envie de dire, on a envie d'avoir une vie derrière et ce foutu médicament, et bah, ça empêche les récidives, donc c'est très important, il faut le prendre. Mais il y a des femmes qui arrêtent parce que les effets secondaires sont aussi très importants. Et il ne faut pas banaliser ça parce qu'il faut qu'on vive avec pendant 5 à 10 ans en tout cas et le supporter au maximum. Après, il y a des effets secondaires de déprime. On est très en dents de scie. C'est comme des préménopauses, entre guillemets, où bah, il y a des fois, voilà, entre les bouffées de chaleur, mais qui s'atténuent quand même au début. Le caractère qui va avec, je remercie mon conjoint d'être encore là parce il y a des fois où c'est quand même très compliqué. Et pour autant, voilà, c'est un médicament qui est nécessaire et il faut apprendre à vivre avec, mais ça serait peut-être plus facile si on était un petit peu plus entendu sur l'impact que ça peut avoir sur nos vies de tous les jours et nos vies en tant que femmes. Ça serait bien. Ça peut être très mal vécu, hein, et très difficile. Hein. Du coup, moi, voilà, je touche du bois, mais en effet, je le supporte pas trop mal. Voilà, hormis les variations d'humeur et puis bah, faire attention, bon Dieu, à ce qu'on mange. C'est dur, hein. C'était déjà dur, mais ça l'est encore plus. Mais ouais, c'est reprendre une hygiène de vie. Euh, c'est pas évident parce qu'on nous dit, hein, en effet, mangez sain, faites du sport. Il y a aussi la culpabilité peut-être de ne pas l'avoir fait avant. Enfin, tout ce qu'on peut vous faire porter, on parlait de paroles malencontreuses des fois, voilà, mais il y a aussi ça. Bah, vous seriez mieux avec quelques kilos en moins. Bah, oui, bah, je sais bien, hein, mais du coup, voilà, c'est le combat d'une vie aussi des fois les kilos et c'est pas si simple que ça, quoi. Donc, on parle du sucre, on diabolise le sucre, mais il y a pas de Bon, il n'y a pas d'études prouvées, hormis te dire qu'en effet, le sucre, bah, c'est bien, mais pas trop. Enfin, voilà, c'est toujours pareil, tout est dans la modération. Mais après, à un moment donné, on est, bon, bah, d'accord, faut plus on a peur de toucher à un truc sucré, on a peur de boire un verre d'alcool. Bon, non, c'est pas ça. Enfin, du coup, la vie, c'est aussi se faire des plaisirs, mais c'est aussi garder une vie le plus sain possible bah, pour être bien et à l'aise aussi avec soi. Ça, c'est évident, mais arrêtons de diaboliser en effet les gens parce que c'est raide. Je veux dire, personne a été cherché pour avoir un cancer. Ceux qui fument n'ont pas envie d'avoir un cancer du poumon, etc. Enfin, je veux dire, malheureusement, c'est la faute à pas de chance. Il y en a qui fumeront jamais, qui en auront. Il y en a qui seront en surpoids, qui n'auront pas de cancer. Enfin voilà, avec des vies qui sont plus difficiles, moins saines, et d'autres qui vont être véganes. Et malheureusement, voilà, il n'y a pas de règle. Je veux dire, ça c'est la roulette russe, comme on dit.
Et donc, voilà. Est-ce que tu as fait une analyse génétique pour savoir s'il y avait un facteur génétique important dans ce cancer? Oui, alors du coup, ils le proposent, je pense, systématiquement pour les femmes jeunes. Donc, il faut savoir que les analyses génétiques en France, pour les résultats, on doit être à peu près autour de 8 mois, voire 1 an, pour avoir les résultats, hein. C'est quand même, voilà, c'est quand même très long. Je pense qu'il n'y a pas, parce que alors je sais plus, Paris doit être moins long parce que Paris ne fait que Paris. Et par exemple, nous, en Bretagne, le labo, c'est Nantes et Nantes absorbe tout l'ouest, en fait. Donc, il y a beaucoup plus d'analyses à faire. Donc, moi, j'ai fait ce test pour savoir si j'étais porteuse des mutations génétiques, comme ils disent, BRCA1, 2. Et puis, il y a deux, trois autres gènes qui sont testés. Donc voilà, donc moi je n'étais pas porteuse quand j'ai eu mes résultats de ce gène, mais j'ai appris pendant mon parcours de soins que alors donc une de mes cousines vivant en Allemagne a eu un cancer la même année que moi à 42 ans, 41, 42 ans. Elle a eu, alors en Allemagne, elle a eu ses résultats en 6 semaines, hein, de tests génétiques, et donc elle était porteuse de cette mutation de BRCA2. Donc je pensais en allant à mon résultat que moi aussi. Il s'est avéré que non. Et j'ai une troisième cousine qui a eu un cancer l'année d'après en 2020, du sein aussi, et qui attend toujours ses résultats de génétique, parce que là, pour le coup, il pousse les investigations un peu plus loin pour tester vraiment différents gènes. Donc aujourd'hui, on n'a pas les résultats. Mais si d'autres gènes, en effet, sont mutés, du coup, je serai retestée sur ces fameux gènes, hein. Donc Ouais. voilà. Donc toute la Parce que famille a ça... été testée après. Ouais, donc ça fait beaucoup dans la même famille. Ouais. Ouais, c'est ça. Il n'y en avait pas eu, il y en avait eu peu finalement, et on a été 3 en 2 ans à être touchés, ouais. Une des raisons pour lesquelles je t'ai invitée sur le podcast, c'est pour aussi parler de ton projet, on va dire un projet professionnel, même si c'est en parallèle de ton activité principale. Ce que je veux surtout montrer, moi, via ce podcast, c'est que l'on peut transformer le négatif en positif et rebondir. C'est exactement ce que tu as fait avec ce projet, puisqu'en mars 2021, tu as lancé le site internet miyoshi.fr, le site de seconde main des accessoires qui accompagnent les femmes lors d'un cancer. Par exemple, des perruques, des turbans, des soutiens-gorge, etc. Est-ce que tu peux nous raconter comment cette idée est née? Elle est née assez vite dans ma tête, parce que tout ce que je disais avant, voilà, le fameux truc de se faire un look, voilà, qui était très important pour moi pendant mes soins et avant de perdre mes cheveux. Tout ce qui est alors prothèse capillaire, turban, des turbans de qualité qui grattent pas la tête, etc. Ça coûte cher. Ça coûte, voilà, moi les turbans que j'ai pris qui sont super là, chez Indir à Paris. Ça coûte dans les 50 € le turban. Voilà, c'est fabriqué en France, c'est des matières qui respirent, c'est des turbans pour les nuls, je les appelle, parce que voilà, ouais, un turban, ça tient pas, sinon du coup, voilà, ils sont déjà préfaits. Bon, bref, j'adore ce qu'ils font. Et du coup, je m'en suis acheté, je sais plus, 3, 4, enfin, ouais, 4, tu vois, enfin, donc 4 à 50 €, on fait vite le calcul, 200 € par-ci, la frange, la perruque, tout n'était pas remboursé, il y avait un forfait de 250 €, ma perruque devait en coûter 800-900 €. Bon, voilà. Ça commence à faire cher le cancer, j'ai envie de te dire. Donc, très vite, alors c'était déjà ma nature. Je consomme beaucoup en seconde main, c'est-à-dire je suis une adepte de Vinted, du Bon Coin, enfin voilà, tout ce qui est de revente. Donc, j'ai été voir en fait pour trouver. Je me suis dit, il doit y avoir un site d'occasion de turbans, des choses comme ça. J'ai fouillé sur le net et j'ai pas trouvé. Je me suis dit, quand même, c'est pareil étonnant. Et ben non, du coup, il n'y avait pas un site qui référençait où on pouvait mettre en vente et acheter du coup ces turbans ou perruques ou autres produits à moindre prix. Donc voilà, donc c'est resté dans mon coin de tête pendant voilà mes soins. Et puis après, j'ai découvert, oui,
en premier temps, c'est ça. J'ai découvert l'association des cafeteuses à Lyon. Qui faisait un appel à projet pour des gens qui avaient une idée de projet à monter autour voilà, de la résilience, en effet, d'après maladie, après cancer, etc. Donc, j'ai participé. Alors, j'ai pas gagné le gros lot, mais en tout cas, le projet a été plébiscité par pas mal de monde. Et du coup, je me suis dit, allez, voilà, faut y aller. Je suis sûre que ça peut marcher et ça peut aider beaucoup de monde. Après, ce qui m'a freiné, c'est qu'en effet, c'était un investissement financier, du coup, au niveau du site. Et après, comme quoi, les projets comme ça sont des affaires de rencontre et je sais plus, je lis un article sur le journal que je lis très rarement local d'ici et je vois un jeune qui a monté son site internet de revente d'accessoires sportifs, etc. Voilà, donc bref, et puis je contacte ce jeune homme et puis je lui demande avec qui lui a créé ce site. Et du coup, il me donne l'adresse et c'est comme ça que je rencontre Maxime qui a son entreprise là, qui s'appelle Créa Web. Et voilà, et du coup, c'était au moment du confinement et on s'appelle avec Maxime et ça a tout de suite accroché, matché. Enfin voilà, un jeune qui était il était en licence, je crois, à l'époque, ma licence, ouais, enfin voilà, en tout cas, qui avait créé son entreprise, etc. Et puis, très investi dans la lutte contre le cancer aussi. Voilà, c'est une cause qui lui tenait à cœur. Donc voilà, on a pu discuter du site et voilà, le travail, c'est fait à partir voilà, de cet été 2020 jusqu'à mars 2021 où le site est sorti. Mais c'est une affaire de rencontres et amicale, mais aussi parce que du coup, Maxime, en effet, fait toute la partie technique du site. Hein, toutes les petites... le petit logo, la petite Miyoshi, les petits personnages manga, tout ça, ça a été dessiné par mes nièces Zoé et Marilou. Enfin, voilà, du coup, j'ai été... c'est un projet Collaboratif. collaboratif, c'est là, je cherchais le mot, donc je savais ce que je voulais, voilà, je voulais pas un site qui rappelle trop la maladie, je voulais vraiment un site comme je le disais tout à l'heure, où on reste sur une vie de femme qui fait du shopping, voilà, pour elle, ou qui remet en vente. Je voulais vraiment des couleurs, voilà, flashy, girly, un slogan, voilà, qui faisait qu'on se détachait un petit peu du milieu médical qu'on côtoie bien assez pendant un an, en gros. Voilà. Donc, c'était voilà comment est né le site Miyoshi. Et comment t'as trouvé le nom? Alors, je pensais que ça allait être évident pour tout le monde, mais en fait, non. Et en effet, Miyoshi, c'est Shimio en verlan. Donc, voilà, quand j'allais faire mes soins, j'allais à ma Miyoshi, j'allais pas à ma Shimio. Et voilà, je trouvais que c'était plus gai. C'était plus gai. Et du coup, tout de suite, ça m'a fait penser des petits personnages manga et moi qui regardais le Club Dorothée pour celles qui seront dans ma génération, voilà, les petites bonnes femmes sont inspirées de Sailor Moon, de Krimi, de tous ces dessins animés que j'ai adorés, Lucie l'amour et rock'n'roll, je pourrais vous en faire des tas, mais voilà, ça a bercé mon enfance et pour moi c'est en général ces petites bonnes femmes. Ces petites bonnes femmes sont gaies et courageuses et voilà, on affronte souvent beaucoup de choses et s'en sortent. Voilà. Et comment se porte le site aujourd'hui? Quels sont les premiers retours que tu as eus sur ce projet? Eh ben, ça avait bien. Alors, les débuts ont été chouettes avec pas mal d'articles, pas mal de beaux retours, puis pas mal de choses mises en ligne, etc. Après, voilà, c'est une activité qui est annexe à mon activité professionnelle et à mon activité de maman. Et voilà, il faut. À un moment donné, ça a été plus compliqué d'y consacrer du temps parce que il faut faire de la com, faut lancer. Alors en effet, relancer sur les réseaux sociaux très régulièrement et puis
Et donc, à un moment donné, ça a été plus compliqué pour moi d'y trouver du temps pour faire ça. Et ben, forcément, ça s'essouffle un peu en tout cas, pour faire connaître le site. Et donc là, il y a une amie voilà, qui s'est greffée à ce projet et qui redonne un souffle aussi. Là, on va prendre une petite stagiaire en communication voilà, qui a un stage à faire de quelques semaines, voilà, qui va pouvoir se mettre au travail sur les réseaux sociaux pour essayer de développer un petit peu le site. Mais en tout cas, les retours étaient chouettes. Voilà, il y en a beau. Enfin, moi déjà, j'ai mis mes propres affaires en vente forcément, et waouh, quel soulagement de me débarrasser de cette petite boîte à chaussures où il y avait tous mes turbans. Voilà pour faire. Parce que de toute façon, même si j'adorais mes turbans et que j'aurais pu les remettre hein, concrètement, il est hors de question que je remette ça sur ma tête. C'est une partie de ma vie et cette partie-là, elle est finie et du coup, je passe le relais. Et la main à d'autres qui vont les porter et qui vont dépasser aussi la maladie derrière et les remettre en vente après. Après, je le rappelle, après, c'est une activité annexe et le but de Miyoshi à terme, c'est de pouvoir reverser les bénéfices à la recherche. Donc voilà, aujourd'hui, on n'y est pas concrètement. Je ne rentre pas encore dans mes frais de fonctionnement, mais voilà, c'est un début. C'est un début. Non, mais c'est une super initiative et qui mérite d'être plus connue. Et comme toute chose, même si l'idée est formidable, ben, il faut avoir le temps de communiquer dessus et que ça fasse un peu boule de neige. Donc, mais je vous encourage tous à aller voir le site miyoshi.fr qui est ben, déjà utile, mais en plus super joli, super girly. Et donc, on reste connecté sur les réseaux pour voir ce que la stagiaire nous propose. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Elle devrait ouais, s'y mettre à partir du mois de mai, là. Donc, voilà, du coup, on va voilà, essayer de faire avancer un peu les choses et de communiquer sur les réseaux, mais aussi de reprendre contact. On a souffert du Covid par rapport à ça. On a pris beaucoup de contacts avec les hôpitaux, etc., les services oncos, avec des distributions de flyers, mais malheureusement, en effet, les flyers n'étaient pas forcément mis ou laissé en cette période de Covid. Donc voilà, je pense que l'info, on va faire le système affiche. Là, on est dans les affiches. Donc si vous voyez des petites affiches de Miyoshi dans les hôpitaux, ben voilà, vous découvrirez le site et j'espère avec plaisir. Donc, Émilie, on arrive aux questions de la fin. Est-ce que tu as un livre, un podcast, un film ou une musique que tu as envie de nous conseiller? Alors, en livre, il y en a pas mal, mais alors, pour avoir les titres en tête, il y a le livre de Géraldine Dormois, Tongat, qui s'appelle Un cancer pas si grave. Voilà, que j'ai découvert au moment de mon diagnostic. C'était une journaliste de l'Express qui avait qui a eu un cancer du sein et qui avait écrit un super article qui dédramatisait beaucoup. Et ça m'a beaucoup aidée. Donc, Géraldine, super. Et du coup, le groupe Facebook dont je parlais tout à l'heure, c'était le sien. Ça m'a beaucoup aidée. Il y a le livre de Julie Desfrangines. Alors, le site des Frangines qui vend en franges, etc., voilà, qui est extrêmement super, enfin, ludique, c'est peut-être pas le mot, mais optimiste. Moi, je me suis affairée à trouver des choses optimistes dans toute cette épreuve. Et donc, du coup, je n'ai lu que des choses comme ça. Et puis, l'autre livre, je ne l'ai plus en tête. Le titre, c'est Sur l'après-cancer. Euh, je pourrais te redonner les références, qui est génial. Enfin voilà, avec toutes les étapes, ce qu'on ressent aussi après, surtout cette période psychologique là, qui est chouette, qui est vraiment chouette à lire pour les bouquins. Oui, je mettrai tout dans les notes de l'épisode. Et tout à l'heure aussi, tu as parlé du livre pour les enfants. Ah Pour oui, ouais, expliquer. c'est ça, ma maman est une pirate. Du coup, voilà, qui est super chouette. Du coup, à lire et relire parce que Augustin, voilà, on a pu le relire après avec beaucoup d'émotion d'ailleurs, mais il y a peu de temps qu'il m'a demandé à ce qu'on le relise ensemble. Voilà, la période est finie. Je suis arrivée au bout voilà, dans le livre, à la fin, elle est sur une île, etc. Donc, et voilà, moi, je suis sur mon île aujourd'hui et je tournais cette page cancer. Donc, il est chouette, il est vachement bien fait pour les enfants.
Après, la musique que j'ai beaucoup écoutée, mais que j'avais beaucoup écoutée pendant, c'est con, mais elle est restée du coup pendant la prématurité et l'hospitalisation de mes enfants aussi, c'était Icar, euh, danse. Voilà, danse, respire, voilà, aère-toi, voilà. Ça a été, c'est ma musique voilà, qui me donne un peu de niaque et un peu de courage quand le moral est peut-être un peu moins bon. Voilà. Est-ce que tu as une citation ou un mantra qui te motive au quotidien? Alors, oui, alors, qui me motive au quotidien, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un mantra qui est resté très longtemps dans ma tête et que je me suis fait tatouer. D'ailleurs, c'est ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Voilà, c'est la phrase qui m'est restée tout au long de cette période et ça a abouti à un tatouage que j'ai fait d'ailleurs chez les Marie-Rose. C'est une association sur Rennes de tatouage. Enfin, de tatouage. Elles ne font pas que ça, mais voilà, le tatouage thérapeutique, du coup, voilà, sur toutes les femmes ou les personnes qui ont vécu des choses un peu traumatisantes. Et du coup, j'ai fait ça avec Marie des Marie-Rose, une super assos que je conseille. Peut-être que la question est bête, mais est-ce que cette épreuve, tu trouves, t'a changé? Oui, c'est ça. J'ai changé, mais il y a toujours la Émilie d'avant. Ça, voilà, je retrouve ma place et ma bonne humeur, mais avec les fragilités qu'a imposé le cancer, mais aussi les forces que ça a générées, parce on ose plus, on prend moins de temps. Alors peut-être des fois un peu moins de pincettes. Aussi, des fois peut-être je ne sais pas si les gens nous trouvent différents ou pas. En tout cas, moi, j'ai l'impression peut-être de mettre moins les formes aussi des fois parce que j'ai pas le temps de ça. Voilà, j'ai pas le temps d'entendre des gens trop se plaindre aussi. Donc, ça a été. C'est pour ça que je disais que ma vie professionnelle, il a fallu la réadapter aussi parce que mon travail, il est d'écouter les bobos des gens et je savais pas si je pourrais le refaire. Bon, voilà, maintenant, ça fait un an que j'ai repris et j'aime toujours autant ce que je fais, mais je le fais peut-être différemment. C'est vrai. Et de quoi tu es le plus fier aujourd'hui? De quoi je suis le plus fière aujourd'hui? Je sais pas Moi, je suis fière de moi déjà, c'est pas mal. Et je suis fière de ce que j'ai construit, que ma famille ait résisté à tout ça, que mon couple ait résisté, que mes enfants aillent bien. Voilà, d'avoir une belle vie et d'avoir été, alors en effet, au bout de ce projet Miochip. Je ne sais pas si avant j'aurais, parce qu'il y avait pas mal d'obstacles aussi, si j'aurais pas laissé tomber. Après, je pense que le cancer m'a donné cette force d'essayer d'aller au bout de ce qu'on commence. Donc voilà, mais je suis fière ouais, de la vie que j'ai aujourd'hui. Et avec le recul, s'il y avait une leçon à retenir de ce combat, quelle serait-elle? Une leçon, je sais pas, ouais, la leçon, c'est qu'on est plus fort que ce qu'on croit au début. Voilà. Euh, Quand tout ce parcours s'impose à nous, tout ce diagnostic, c'est tellement violent au début, on se dit, mais on va jamais gravir ces marches-là et aller et monter tout au bout de notre escalier, là. Mais la leçon, c'est qu'on y arrive, en fait. Qu'il faut profiter en effet de chaque instant, qu'un cancer, c'est pas être condamné, c'est une maladie grave, certes, mais qui se guérit. Ma leçon, c'est voilà, de vraiment profiter de la vie et d'essayer de ne pas s'attacher à des conneries en tout genre ou des gens voilà, qui ne sont pas toujours très aidants. Donc voilà, essayer de vivre à fond notre vie. Alors après, je dis pas parce que 3 ans après, finalement, on repart un peu dans nos travers, hein, de se prendre la tête pour des bêtises. Mais bon, voilà, faut essayer de réajuster le titre, réajuster les choses et puis consommer la vie autant qu'on peut. Voilà. Et je dirais que c'est ça. Merci. Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé et que tu aimerais aborder? Non, je crois on a fait déjà un bon tour, hein. Je suis bavarde, je suis bavarde. Et moi aussi.
Tu l'as balayé voilà, cette épreuve de maladie et de cancer assez largement et avec aussi tous les impacts. Et je suis contente qu'on ait parlé de ces fameux impacts psychologiques et de l'après, qui est souvent, je redis, minimisé. Et parce qu'on a tellement envie de sortir de ces soins que même moi, on a beau me le dire et me l'avoir dit, attention, le après, oh, je m'en fous, ça va aller mieux, tu vas voir, je serai plus en chimio, mes cheveux vont repousser. Ouais, ben non. Attention parce qu'on n'est plus les mêmes et qu'il faut réajuster le tir pour voilà, pour se sentir bien dans sa tête et bien dans son corps. Voilà. Oui, tu as tout à fait raison. Et dernière question, qu'est-ce que l'on peut te souhaiter pour l'avenir? Continuer ma belle vie, voilà. Je me marie au mois d'août. Déjà, c'est voilà. Waouh! Donc, ouais, c'est enfin, enfin, non mais ouais, du coup, on va faire une belle fête parce que après tout ce qu'on a mangé pendant les 3 dernières années, là, enfin même avant si on remonte avec les enfants, donc profiter de nos proches et voilà. Donc, ce qu'on peut me souhaiter, voilà, c'est de continuer ma belle vie aujourd'hui sans trop d'embûches. Et puis s'il y a des nouvelles embûches, voilà, il y aura la niaque derrière pour affronter tout ça parce qu'on a toujours beaucoup de ressorts et beaucoup de force en soi. Il faut avoir confiance en soi. C'est pas mal déjà. Merci beaucoup, Émilie, pour ton temps. Merci infiniment. Et je te souhaite un fabuleux mariage et une très bonne continuation. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci à Émilie pour sa confiance et merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à aller voir les notes de l'épisode pour prendre contact avec Émilie ou retrouver les livres que l'on a évoqués lors de notre conversation. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify ou à en parler autour de vous. Cela m'aidera beaucoup à faire connaître Pépin Podcast. Merci et à très vite pour un prochain épisode.